Bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on m'entend? Bon, écoutez, je vous remercie de m'accueillir ce matin. Donc, je suis Thibaut de Casanov, je suis chargé d'affaires pour le cabinet Sogedev. Et donc, Clément et Sylvain m'ont invité ce matin donc, pour vous présenter notamment les dispositifs de financement public à l'innovation. Me précisant que vous étiez un public de start-upers, donc est-ce que je pourrais avoir un peu de visibilité là sur les projets en fait qui sont portés, du moins en fait le nombre de start-up qui sont ce matin ici? D'accord, parfait. Très bien. Bon, alors ce sujet devrait vous intéresser. Euh, Comment ça fonctionne? Tac. Alors déjà, dans un tout premier temps, je voulais vous présenter en fait, le cabinet Sogedev. Je vais être bref par rapport à ce sujet, mais ça peut vous intéresser pour vous expliquer qui nous sommes et dans quelle mesure on a la crédibilité pour vous parler en fait, de ces dispositifs de financement public. Est-ce que vous m'entendez bien là? J'ai l'impression que le son... Oui, c'est bien comme ça? D'accord. Bon, alors, quelques chiffres clés par rapport à Sogedev. Donc, création en 2002. On est donc un cabinet de conseil en financement public. On compte à ce jour 70 collaborateurs pour marquer un petit peu en fait l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on est présent, notre siège social est à Boulogne-Billancourt, mais on a des agences de proximité à Lyon, à Nantes et à Aix-en-Provence. On comptabilise à ce jour un peu plus de 700 clients, toute typologie d'entreprise. Donc ça, c'est important de le préciser en fait. Donc aussi bien des start-upers comme vous, des TPE, des PME, des ETI et des grands groupes. Tout secteur d'activité également. Et donc pour avoir couvert plus de 4000 missions de conseil à ce jour. Donc on est acteur historique sur les métiers de l'accompagnement pour le financement public, ce qui nous a permis en fait de développer un certain nombre de partenariats. Je ne vais pas rentrer dans le détail à moins que vous ayez des questions. Par contre, certains de ces partenaires vous sont certainement connus. Je pense notamment à France Digital, Techin, anciennement l'AFDEL, qui est en fait l'association des éditeurs de logiciels et des développeurs de solutions web. Et par ailleurs, on est référencé depuis 2015 par le gouvernement comme cabinet de conseil pour vous accompagner sur les dispositifs fiscaux que sont les crédits d'impôt recherche et crédits d'impôt innovation. Alors ça c'est l'historique, une fois encore on va vite. Donc ça fait 15 ans qu'on existe, 15 ans qu'on fait ce métier. Parmi les chiffres peut-être importants, 2012 on a franchi le cap des 50 collaborateurs avec le développement en fait, d'une filiale à l'étranger. On est présent au Brésil, à Sao Paulo, s'il y en a que ça intéresse, je ne sais pas. Sachant qu'il y a des dispositifs assez similaires au crédit d'impôt recherche qui existent sur place. Et donc, comme je vous disais, une présence nationale avec en 2014 la création de nos bureaux à Nantes. 2015, par le biais en fait, d'une croissance externe, on s'est implanté également à Lyon. 2016, ça apparaît pas, mais on a ouvert des bureaux à Aix-en-Provence. L'organigramme, juste un élément important, je vous disais tout à l'heure qu'on était 70 collaborateurs. En fait, notre métier, en fait, la spécificité, c'est qu'on a une approche technique et nos consultants qui sont amenés à mener en fait, ces missions sont tous des ingénieurs ou des docteurs spécialisés dans les domaines dans lesquels ils interviennent. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous voyez 40 consultants diplômés. Et ça, c'est les volets sur lesquels on intervient. Donc le financement public lié à l'innovation, ce dont on va parler ce matin ensemble, le développement à l'international et le développement industriel. Alors on entend par là en fait tous les investissements de type matériel, immobilier ou encore les recrutements significatifs. Voilà, ça c'était pour Sogedev. Maintenant pour la partie qui vous concerne plus directement, donc les aides à l'innovation. Alors j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vos startups et entreprises sont liées en fait à un projet que vous portez qui est certainement ou probablement un projet innovant. Et donc en fonction de la nature de ce projet et peut-être également de la chronologie en fait, de ce projet, si on est en phase, on va dire, de faisabilité, donc plutôt en amont, si on est en phase de mise en œuvre ou si les investissements ont déjà été réalisés dans l'entreprise, vous allez avoir un dispositif de financement public qui va pouvoir être actionné. Donc pour ce qui est des subventions et des soutiens de trésorerie, on m'a proposé d'être assez rapide. Je crois que vous êtes plutôt renseigné, plutôt bien renseigné d'ailleurs à ce sujet. Sachant que les guichets, généralement, en fait, les premiers d'entre eux sont en BPI France, avec une subvention qui est très populaire auprès des start-upers. Je pense notamment à la bourse French Tech. Vous avez peut-être déjà actionné ce type de subvention ou pas? Oui, d'accord, donc c'est quelque chose que vous connaissez. De la même façon, en fait, les régions, pour la plupart d'entre elles, en tout cas,
ont des dispositifs de subvention ou également en fait, de soutien de trésorerie. Et enfin, on a également des appels à projets, alors toujours en amont, toujours sur un budget prévisionnel. Et donc les appels à projets ou les concours à l'innovation sont généralement pour les, on va dire, les projets à plus grande amplitude, on va dire, à plus grande ambition. Et le plus connu d'entre eux, c'est le programme H2020, qui vous concerne peut-être pas dans un tout premier temps, puisqu'on parle plutôt de consortium européen sur des gros projets de R&D. Mais en fait, de la même façon, vous pouvez avoir en fait, des appels à projets peut-être plus accessibles. Alors maintenant, ce qui nous concerne peut-être plus, ce pourquoi on m'a fait venir aujourd'hui, donc c'est les mesures fiscales, c'est les incitations fiscales type crédit d'impôt recherche, crédit impôt innovation ou statut jeune entreprise innovante. Et là, à l'inverse, on va plutôt en fait chercher à valoriser des dépenses et des investissements déjà réalisés par l'entreprise. Comme je vous disais, en fait, ce qu'on va regarder dans un tout premier temps, c'est la nature même en fait, des projets que vous avez développés dans l'entreprise. Et on va distinguer deux grandes familles parmi ces projets, les projets dits de R&D, recherche et développement, et ceux liés à l'innovation. Pour ce qui est de la R&D, donc peut-être les dispositifs, on va dire, les plus exigeants, on entend par recherche et développement tout ce qui correspond en fait à la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc en réalité, que les choses soient dites, c'est peut-être plus l'apanage des laboratoires ou des grands groupes. Ça représente en volume 5% à peine des déclarations de crédit d'impôt recherche. Et nous, ce qui nous intéresse, vous et nous chez Sogedev, c'est peut-être le D de R&D, à savoir le développement expérimental. Alors le développement expérimental, pour faire une définition peut-être un peu succincte, pour vous donner une bonne idée de ce que ça peut représenter, en fait, on parle de développement expérimental à partir du moment où dans vos projets, vous avez en fait pu détecter une difficulté technique, ce qu'on appelle un verrou technologique, et que vous n'auriez pas en fait l'accès à la connaissance suffisante pour pouvoir lever ce verrou. C'est ce qu'on appelle l'état de l'art. J'imagine que la plupart d'entre vous devaient être familiers déjà avec ces termes. Et donc, à partir du moment où il y a difficulté technique, qu'il n'y avait pas en fait la possibilité par l'état de l'art de pouvoir résoudre cette difficulté et que vous avez dû entamer en fait une démarche en interne ou en externe pour pouvoir lever cette incertitude, c'est là où on va parler de R&D. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que majoritairement, en fait, les projets qu'on est amené à rencontrer ne sont pas exclusivement des projets de R&D. C'est assez rare en fait, d'avoir des projets qui soient vraiment purement scientifiques. Et donc, depuis 2013, en fait, on a élargi, quand je dis on, c'est l'administration fiscale dans l'absolu, qui a élargi cette définition à une notion d'innovation. Alors, je ne sais pas si je vous perds. Concrètement, l'innovation, c'est l'idée de se dire en fait, qu'on va sortir en fait, d'un axe purement scientifique pour avoir une vision plus marché par rapport à nous, ce qu'on va développer ou commercialiser. Donc, on va parler d'innovation cette fois-ci à partir du moment où on sera amené, in fine, à mettre sur le marché un nouveau produit qui pourra en fait se distinguer de la concurrence par des performances significativement supérieures sur 4 critères que vont être le plan technique, qu'on ne met pas totalement de côté, mais également les fonctionnalités, l'ergonomie et l'éco-conception. Je vous ai perdu, vous me suivez encore, tout va bien? Et donc, en fonction de la nature de ces travaux, qu'ils soient de R&D ou d'innovation, on va pouvoir actionner le bon dispositif. Donc, le plus connu d'entre eux, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le crédit d'impôt recherche. Le plus connu parce que le plus ancien. En fait, il a été instauré en 83, sanctuarisé depuis par tous les différents gouvernements successifs. Aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche, ça représente une enveloppe totale de 6 milliards d'euros, avec un peu plus de 23 000 entreprises déclarantes. Et c'est donc en France la deuxième niche fiscale derrière le CICE. Maintenant, en fait, depuis 2013, c'est ce que je vous disais, en fait, on a le petit frère, Crédit Impôt Innovation, qui est soit un peu moins en fait, favorable aux entreprises, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir bénéficier, en fait, de valoriser 30% de vos dépenses dans le cadre du crédit d'impôt recherche, là, on va pouvoir valoriser 20% de ses dépenses. Mais maintenant, en fait, il a l'avantage de pouvoir élargir cette assiette de dépenses. C'est-à-dire qu'on ne va pas exclusivement chercher à valoriser le personnel technique et scientifique, mais aller peut-être également chercher en fait, des profils plus opérationnels pour des gains de fonctionnalité par rapport à un gain marché.
Et enfin, en fait, le statut jeune entreprise innovante. Donc là, on va dire, en fait, je peux vous faire une remontée d'expérience par rapport à la plupart des projets que je rencontre. Comme je vous disais, en fait, la R&D, c'est aujourd'hui en fait quelque chose d'assez exigeant, finalement, de relativement rare à rencontrer. Et la plupart des projets, peut-être ceux que vous menez d'ailleurs, sont plus à aborder en fait, sur une notion en fait, d'innovation. C'est-à-dire qu'on a majoritairement des projets globalement innovants, dans lesquels, en fait, donc on va valoriser 20%, dans lesquels en fait, on va chercher à identifier des phases de R&D. C'est-à-dire que ces deux dispositifs peuvent tout à fait se cumuler. Ces phases de R&D, on va les valoriser à hauteur de 30%. Et pour les projets en fait, qui pourraient porter le plus de phases de R&D, on va dans ce cas-là chercher à regarder en fait, l'éligibilité par rapport à ce statut jeune entreprise innovante. Donc il est plutôt mal nommé. En réalité, on aurait plutôt dû parler en fait, de statut jeune entreprise de recherche et développement. Et donc pour y être éligible, il faut en fait répondre à 5 critères. Ces critères, c'est être une PME, c'est avoir été créé il y a moins de 8 ans, être une création ex nihilo, ce qui sous-entend en fait être une réelle création d'entreprise, sans qu'il y ait eu en fait de reprise d'actifs ou de reprise de personnel. Il y a une notion également de détention capitalistique, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez détenu à 50% au moins par une personne physique, et surtout et avant tout que vous ayez 15% de vos charges qui soient dédiées à des réels travaux de R&D. Par contre, en fait, quand vous pouvez répondre à l'ensemble de ces critères, c'est un dispositif qui est extrêmement favorable aux entreprises parce qu'il propose en fait un double avantage. Un avantage fiscal pour les entreprises en fait, qui seraient bénéficiaires la première année où vous payez de l'IS, vous serez en fait exonéré à hauteur de 100%, la deuxième année à hauteur de 50%, et surtout et avant tout un avantage social, c'est-à-dire que tout votre personnel dédié à des travaux de R&D se verra exonéré en fait, des charges URSSAF. Donc vous voyez en fait, assez facilement l'intérêt en fait, d'un tel dispositif. Et pour information, en fait, ce dispositif est en théorie autodéclaratif. Maintenant, en tout cas, nous, chez Sogedev, on préconise systématiquement d'avoir recours à un rescrit fiscal, c'est-à-dire de pouvoir en fait, solliciter l'administration en amont et leur demander en fait, leurs conclusions par rapport à l'éligibilité des travaux que vous allez mener. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous l'avez vu, quand vous allez commencer à cumuler en fait, ces trois dispositifs, les sommes financières peuvent être suffisamment conséquentes pour peut-être mettre en péril également la vie d'une start-up, ce n'est pas le but. Et par ailleurs, en fait, vous pourriez avoir en fait, un ensemble de contrôles fiscaux ou de contrôles URSSAF, et donc ce rescrit sera opposable notamment à un contrôle URSSAF. Donc oui, pardon. Petite question pour le côté travaux de recherche et développement. Ouais. Est-ce que c'est de la recherche et développement au sens pur du terme, donc comme on l'a vu par rapport aux projets R&D, recherche fondamentale et recherche appliquée, ou est-ce que c'est un peu plus général comme les projets liés à l'innovation? Alors en fait, si tu peux juste cibler ta question, c'est-à-dire par rapport à quel dispositif? Par rapport à celui-là. Non, par rapport à celui-ci, c'est vraiment ce que je disais. En fait, concrètement, c'est-à-dire que là, on va vraiment parler en fait des travaux de R&D. De recherche et développement, enfin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, plutôt le D que le R, à moins que tu développes un nouveau médicament par exemple. Mais non, effectivement, en fait, il y a quand même une exigence très très forte par rapport à ce dispositif. Et donc il faut s'assurer, comme je disais, d'avoir au moins 15% de tes charges qui sont dédiées à des travaux de R&D selon la définition utilisée tout à l'heure, verrou technologique et développement en rupture avec l'état de l'art. On peut être éligible sur un prévisionnel, par exemple, sur ces 15%, ou est-ce qu'il faut justement montrer qu'on a déjà dépensé? Alors, la question est très très justifiée, parce que je te parlais tout à l'heure en fait, de rescrit fiscal, c'est-à-dire qu'un rescrit, tu le fais en amont. C'est-à-dire qu'en définitive, tu vas dire, voilà, nous, ce qu'on projette de faire dans l'entreprise. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, on va très certainement s'appuyer sur un budget prévisionnel par rapport à des recrutements à prévoir et des dépenses de sous-traitance, par exemple. Maintenant, en fait, ça ne se suffira pas en soi pour pouvoir être opposable à un contrôle ultérieur. C'est-à-dire qu'après, effectivement, il faut s'assurer que ce que tu auras réellement développé soit en conformité avec ce que tu auras déclaré. Donc c'est vrai, effectivement, pour aller au bout en fait, de cette réflexion, le rescrit en lui-même n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le rescrit, c'est déjà en fait, un premier pas en fait, pour se sécuriser, pour s'assurer déjà en fait, qu'on a impliqué également en fait, les différents acteurs concernés, pour pouvoir justifier voilà, qu'on a fait les choses dans les règles. Après, il faut quand même en fait, chaque année s'assurer, alors on va peut-être le voir après effectivement,
mais chaque année s'assurer si en fait ne sont pas définitivement acquis par l'entreprise. C'est-à-dire que s'assurer qu'on répond à chacun de ces critères, et non seulement en fait pour rentrer dans le dispositif, mais en fait pendant les 8 années où tu pourrais bénéficier potentiellement de ce dispositif, il faut que tu répondes à chacun de ces critères. Et si on va un peu plus loin, en réalité, en fait, on s'apercevra que la sortie de ce dispositif est en théorie définitive. C'est-à-dire que si une année, parce que ton développement commercial prenait un peu plus d'ampleur, tu passais en fait en dessous des 15% de charge, tu sortirais en fait de ce dispositif. Et pour y re-rentrer, il faudrait refaire une demande en fait à l'administration et se rappuyer en fait sur les nouvelles informations pour pouvoir retourner en fait sur le dispositif. C'est possible, mais voilà, en fait, c'est une démarche supplémentaire. D'autres questions par rapport au statut jeune entreprise innovante ou crédit d'impôt recherche, crédit impôt innovation? Alors, c'est essentiellement d'ailleurs de la masse salariale. Je ne suis pas rentré forcément dans le détail. C'est par ailleurs le slide d'après pour savoir en fait dans les grandes lignes les points de vigilance par rapport à ce type de déclaration. Majoritairement, de retour d'expérience, à plus de 80%, c'est de la masse salariale qu'on va chercher à valoriser, que ce soit dans les crédits d'impôt ou dans le statut jeune entreprise innovante. Maintenant, ça pourrait être tout à fait en fait de la sous-traitance. Alors, par exemple, en fait, un axe qui est très facilité par ce type de dispositif, c'est tous les partenariats privés-publics. Donc, à partir du moment où tu travailleras avec un laboratoire public, ça sera déjà un très beau marqueur d'innovation qui pourrait en fait te sécuriser. Et de deux, en fait, il y a des leviers pour bénéficier en fait de ces dispositifs de façon accélérée, et notamment en multipliant par deux. Je parlais tout à l'heure de 30%. Si tu travailles avec un laboratoire public, tu vas pouvoir valoriser à hauteur de 60% tes dépenses. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur le sujet? Alors, comme je vous disais, en fait, c'est à la fois en fait, des dispositifs qui sont extrêmement favorables, extrêmement utilisés. On parlait de 23 000 sociétés, on parlait de 6 milliards d'euros d'argent public. Maintenant, en fait, ce sont des dispositifs fiscaux, ce sont des niches fiscales et qui nécessitent, en fait, pour l'entreprise utilisatrice, d'avoir une démarche et une rigueur, en fait, pour pouvoir faire ces déclarations de façon sécurisée. Donc là, en fait, j'ai sorti pour vous 3 points essentiels sur lesquels, en fait, il va falloir avoir une vigilance. Alors, la première des choses, en fait, c'est l'éligibilité des projets. Comme on l'a vu, en fait, et c'était une des questions notamment, les clés de répartition entre ce qui correspond à de la R&D ou ce qui correspond à l'innovation ne sont pas toujours évidentes. Nous, en fait, en tant que cabinet de conseil, on a une matrice pour vous accompagner sur ce sujet. Et en fait, c'est une succession de questions qu'on va se poser par rapport à vos développements. Est-ce que oui ou non, il y a verrou technologique? Si oui, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a rupture avec l'état de l'art? Si oui, dans ces cas-là, vous êtes dans le cadre de la R&D. Sinon, on va regarder si vous mettez sur le marché un nouveau produit, si vous dépassez significativement en fait, les performances de vos concurrents, et donc faire une étude de marché. Et donc, on va se poser de la même façon en fait, une série de questions qui nous permettra de déterminer en fait, cette éligibilité. Une fois qu'on s'est assuré de l'éligibilité, en fait, il s'agit en fait, d'avoir un traitement, on va dire, comptable et fiscal par rapport à ces dispositifs, et donc déterminer en fait, une assiette de dépenses éligible. Pour ce faire, donc, d'une, c'est un rôle comptable, mais maintenant, en fait, l'entreprise utilisatrice va devoir instaurer en fait, des bonnes pratiques, comme je vous disais tout à l'heure, avoir une certaine rigueur. Et la première d'entre elles, c'est pouvoir, puisque en fait, par rapport à la question justement sur la masse salariale, c'est pour savoir un suivi précis en fait, à la fois du personnel et de sa qualification qui a été affecté à ces travaux innovants ou de R&D, et également le temps qu'il y a réellement consacré. Donc pour ce faire, en fait, ce qu'on préconise, et d'ailleurs c'est une obligation légale par rapport à ce type de déclaration, c'est d'avoir des feuilles d'heures. Des feuilles d'heures en fait, sur chacun des projets. Livrable des sous-traitants de R&D, donc c'est dans le cas où vous seriez en fait, vous sous-traiteriez pour partie vos développements. Comme je vous disais tout à l'heure, cette sous-traitance, elle peut être soit via un laboratoire public ou soit via un organisme privé, sachant que dans ces cas-là, il faut être vigilant à ce que cette entreprise soit agréée, crédit d'impôt recherche ou crédit impôt innovation. Conserver les diplômes et CV du personnel valorisé, ça on n'y pense peut-être pas forcément, et pourtant en fait dans la valorisation de votre personnel, et particulièrement pour la R&D,
en fait, il y a des profils éligibles et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut à minima un ingénieur ou un docteur qui soit porteur du projet et on va pouvoir y mettre que du personnel technique. Alors qu'en innovation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, on va élargir l'assiette de dépenses et là on pourrait envisager des profils plus opérationnels qui seraient là pour remonter en fait des informations sur le terrain par exemple pour l'incrémentation de nouvelles fonctionnalités. D'accord ? Conserver les CV, donc on vient de le dire. Isoler tous les justificatifs comptables correspondants, bien évidemment, en fait, toutes les factures associées, les bulletins de paye, les fiches projets par rapport à vos développements et tous les marqueurs de R&D que vous pourriez identifier pendant vos développements. Et donc la troisième partie, en fait, le dossier de justification, en fait, comme on l'a vu, c'est un dispositif fiscal favorable, partiellement utilisé, mais qui également en fait, peut présenter un risque fiscal, un risque de contrôle. Et pour ce faire, en fait, pour se prémunir, en fait, on va exiger des déclarants qui puissent en fait collecter cette information, la formaliser dans le cadre en fait, d'un dossier de justification dans lequel en fait, il sera amené à présenter pour un futur contrôleur ou le cas échéant un expert mandaté l'ensemble en fait, des informations permettant de statuer sur l'éligibilité en fait, des travaux et leur nature R&D ou innovante. Donc en fait, c'est en réalité également nous le rôle de notre accompagnement, c'est vous sécuriser et cet aspect rédactionnel est quelque chose de très important en fait, dans le temps qu'on consacrera en fait, à nos missions. Et ça se présente finalement comme une petite thèse où on sera amené à la fois à présenter l'entreprise, présenter le projet, les performances à atteindre, justifier en fait du verrou technologique rencontré, présenter et étayer l'état de l'art dans le cadre de la recherche et développement et pouvoir justifier en fait du développement et de son aspect innovant. Ou alors en fait quand on est dans le cadre de l'innovation, on va s'axer plus sur une perspective marché et donc présenter en fait les concurrents et justifier par des métriques, par des informations quantifiables les points sur lesquels vous êtes amené à dépasser en fait vos concurrents. Je vous disais en plan technique, fonctionnalité, ergonomie, éco-conception. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet précis? Juste une clarification par rapport à ce verrou techno. Ouais. Donc vous dites que le verrou techno, c'est quand on veut proposer une solution qui dépasse ce que proposent les concurrents. Alors non, pas tout à fait en fait. C'est-à-dire que le verrou technologique, c'est en réalité la difficulté technologique que tu aurais rencontrée lors de ton développement. C'est-à-dire que si je peux me permettre de vulgariser, de schématiser à l'extrême pour que ce soit peut-être plus clair, tu vas avoir un travail dit de simple ingénierie où tu as en fait une technologie existante et toi tu vas l'adapter par rapport aux problématiques de ton métier, par exemple. Donc là, en réalité, c'est juste une simple adaptation et tu sais, en commençant même ce développement, que tu y consacreras peut-être un peu de temps, mais tu vas trouver une solution. Une difficulté technique, en fait, c'est quelque chose peut-être de plus conséquent. C'est-à-dire que dans l'état de l'art, dans l'état des faits, tu n'es pas en capacité à ce jour d'apporter une solution. Donc en fait, ce qu'on va considérer comme verrou technologique, ou en tout cas la façon dont tu vas pouvoir faire de la R&D, c'est tout le process itératif, toutes les tentatives que tu auras faites pour pouvoir apporter une solution à cette difficulté que tu as rencontrée. C'est clair, c'est pas clair? Tu essayes, ça ne fonctionne pas, tu essayes quelque chose jusqu'à ce que ça fonctionne. Et par contre, en fait, dans l'innovation, ce n'est pas du tout en fait, cet aspect scientifique ou technologique qu'on va regarder. Cette fois-ci, c'est vraiment en fait, qui sont tes concurrents, qu'est-ce qu'ils présentent, et pouvoir en fait, justifier sur les critères dont je t'ai parlé, en quoi toi, ta solution va pouvoir apporter quelque chose de différent et de supérieur à ce qui existe sur le marché. D'accord, donc ça c'est la partie Innovation R&D, c'est vraiment en fait... d'accord, R&D c'est la partie verrou techno. Exactement. Partie, Innovation. Ouais. Exactement, exactement. C'est ce que en fait, je souhaitais en fait, vous faire passer comme message, c'est-à-dire que effectivement, majoritairement, les projets aujourd'hui que l'on rencontre auprès des startups, mis à part secteur d'activité extrêmement particulier, sont essentiellement des projets qu'on va considérer comme globalement innovants. On va vraiment regarder en fait en quoi on dépasse la concurrence, pourquoi en fait vous avez ressenti le besoin de développer ce produit en réalité, pourquoi le marché aujourd'hui proposait des produits insatisfaisants ou insuffisants par rapport aux besoins exprimés. Et ce qu'on va regarder,
C'est dans ce projet globalement innovant, si on est en capacité d'aller chercher en fait des phases de R&D qui se seront en fait intégrées en fait dans ces développements. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Jusqu'à quand peut-on remonter dans le champ des charges à prendre en compte? Je veux dire, par exemple, je suis une start-up, j'ai 4 ans d'existence, je ne me suis pas préoccupé de solliciter un crédit impôt recherche parce que tout simplement je ne faisais pas de bénéfices. Là, je commence à passer en positif. Tout à fait. Est-ce qu'il me reste que 4 ans à venir ou est-ce que je peux remonter sur... Alors en fait, là, il y a vraiment deux dispositifs qui s'entrecroisent. Hein. C'est-à-dire que pour les crédits d'impôt, en fait, ce n'est pas une notion de plus ou moins 8 ans. Hein. C'est vraiment en fait pour le statut jeune entreprise innovante, hein, où il y a ces 8 années. Alors, pour répondre à cette question, j'aurais une vision très pragmatique en fait, des choses. C'est-à-dire que je suis une start-up. J'ai été créé il y a 4 ans. Par la force des choses, je n'ai pas forcément en fait, sollicité ces dispositifs jusqu'à présent. Maintenant, la question que je vais me poser, ou en tout cas que je vous poserai quand je vous rencontrerai, c'est pour quelles raisons? Et la plupart du temps, c'est peut-être également parce qu'on n'avait pas en fait, dépensé d'argent pour ce développement. C'est-à-dire qu'on l'a fait par d'autres biais. Par exemple, un projet de fin d'études, ou on l'a fait sur son temps propre, où on a cherché en fait, à solliciter des connaissances sans qu'il y ait réellement une facturation ou que ce soit des organismes agréés. Maintenant, en fait, si on s'aperçoit que oui, il y a des dépenses, et donc essentiellement, on disait de la masse salariale, hein, on disait à 80%, en fait, ça va être de la masse salariale. Dans ces cas-là, quand on fait une déclaration d'impôt, il y a une période de prescription qui est de 3 années. C'est-à-dire que pendant 3 ans, à tout moment, l'administration fiscale peut être amenée à vous demander des comptes sur ce que vous avez déclaré. Le revers de la médaille, c'est que vous, de la même façon, vous pouvez tout à fait, en fait, par le biais en fait, d'une déclaration rectificative, remonter 3 années en arrière pour faire vos déclarations. Et donc, ça peut être effectivement très intéressant, même si voilà, vous avez passé un petit peu la date, de faire un travail de spéléologie, on va dire, de regarder ce qui s'est passé antérieurement pour voir s'il n'y avait pas en fait, des dépenses éligibles qu'on pourrait chercher à valoriser. Maintenant, en fait, comme on l'a vu, et là on est sur la bonne slide justement, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une démarche en fait, à prendre en considération, et parmi celles-ci, en fait, ces fameuses feuilles d'heure. C'est-à-dire que si moi je reviens 3 années en arrière pour faire mes déclarations, il va falloir que je puisse justifier quand même sur ces 3 années du temps réellement passé par chacune des personnes de mon équipe sur ces travaux de R&D. Donc ça ne se fait pas quand même d'une façon si naturelle, il y a du travail à fournir. Pour le statut jeune entreprise innovante, de la même façon, en fait, il n'est en théorie pas rétroactif. C'est-à-dire que quand en fait, on va se déclarer jeune entreprise innovante, c'est à ce moment-là où on pourra bénéficier de ces exonérations. Maintenant, comme tous ces dispositifs, ils sont incitatifs. C'est-à-dire que l'intérêt, s'ils ont été mis en place, c'est d'aider en fait, les start-upers comme vous à pouvoir en fait, être plus compétitifs, à développer des projets innovants et peut-être à alléger les charges par rapport à vous, votre personnel, de façon à ce que vous puissiez recruter. Et donc, même si le dispositif n'est pas inscrit comme ça, on peut tout à fait, de la même façon pour le statut jeune entreprise innovante, si on s'est réveillé un peu tard sur le dispositif, solliciter en fait les URSSAF dans le cadre d'une démarche rétroactive pour avoir des remboursements sur les années antérieures. Alors on ne va pas remonter, si on se réveille au bout de la 8e année, on ne va pas récupérer 8 années d'exonération, hein. Ça s'est rarement vu, voire pas du tout vu, mais de la même façon en fait, que généralement vous avez ces 3 années en fait, dans les dispositifs fiscaux, on peut tout à fait remonter sur 3 années sur le statut JEI. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à ces dispositifs ? Alors non, en fait, elle n'est pas du tout bête, cette question, au contraire, hein, et c'est même extrêmement important. Alors, ma réponse est un peu double. La réponse est oui, sachant que par contre, la même dépense ne pourra être financée 2 fois, par 2 dispositifs différents. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont venir se cumuler, mais ça ne va pas être les mêmes dépenses qu'on va chercher à valoriser. C'est-à-dire que si je suis une start-up innovante qui fait de la R&D et qui fait plus de 15% de mes charges en R&D, dans ce cas-là, je pourrais bénéficier des 3 dispositifs. Crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, jeune entreprise innovante. Par contre, si je suis jeune entreprise innovante, je m'exonère de mes charges URSSAF sur mon personnel technique et donc je ne vais nécessairement pas valoriser en fait, les charges dont je me suis exonéré.
D'accord? Et de la même façon, en fait, pour le crédit d'impôt recherche et crédit impôt innovation, en fonction, en fait, si je fais de la R&D, le crédit impôt recherche est valorisé à hauteur de 30%. Donc, nécessairement, je vais chercher, en fait, à optimiser cette recherche et développement, à chercher ces 30%. Et donc, de façon, en fait, assez classique, ça va être plutôt mes ingénieurs, mes docteurs, par exemple, si j'en avais, que je vais mettre dans le crédit d'impôt recherche. Et peut-être mes profils plus techniques ou plus opérationnels sur le dispositif crédit impôt innovation. Donc oui, on peut tout à fait en fait faire une déclaration. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit parce que ça me semblait évident, mais c'est peut-être pas forcément évident pour vous. Ces crédits d'impôt, en fait, c'est des CERFA, c'est des documents en fait administratifs que vous allez adosser en fait à votre IS. Donc majoritairement, je ne sais pas si c'est votre cas, en fait, les entreprises françaises clôturent au 31/12 et vous avez jusqu'à fin avril pour déclarer votre IS. Et en fait, c'est un document administratif que vous adossez à votre IS pour faire vos déclarations. Et donc, sur ce CERFA, vous allez avoir une ligne correspondant au crédit d'impôt recherche, une ligne correspondant au crédit impôt innovation. Et pour le JEI, en fait, ça va se faire au fil de l'eau. C'est à chaque fois que vous allez faire vos déclarations URSSAF, vous allez, de par ce statut, solliciter les URSSAF pour bénéficier de ces exonérations. Pour le crédit d'impôt innovation, lorsqu'on a été qualifié par BPI de projet innovant et qu'on a eu accès à une bourse French Tech ou à autre aide, est-ce que du coup on est ouvert automatiquement au crédit impôt innovation? Alors on n'est jamais... Ou est-ce que du coup il faut quand même, est-ce qu'il faut quand même étudier la chose et ça ne veut pas forcément dire parce qu'on est innovant pour BPI qu'on est innovant pour le côté fiscal? C'est une excellente question. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, nous, c'est ce qu'on va considérer comme un marqueur fort d'innovation. C'est-à-dire qu'on se rencontre et tu me dis, ben, nous, on a bénéficié de la bourse French Tech. Je vais me dire, effectivement, ça me semble intéressant d'aller creuser, d'aller voir effectivement ce qu'on y a fait. Après, en fait, et de la même façon, si tu me disais, j'ai un brevet. Dans ce cas-là, je me dirais, oui, s'il y a un brevet, c'est qu'il y a forcément une technologie et ça serait intéressant d'aller creuser. Maintenant, ce n'est pas des conditions suffisantes pour pouvoir justifier en fait, de ces dispositifs et pouvoir penser déclarer de façon sécurisée. En réalité, en fait, il va falloir creuser un petit peu. Et par ailleurs, en fait, si on prend l'exemple de la bourse French Tech et d'une façon générale, en fait, de la notion acceptée par la BPI pour ce qui est de l'innovation, elle est à la fois plus large et plus restrictive que le crédit d'impôt recherche et le crédit impôt innovation. Si je prends l'exemple de la bourse French Tech, on va intégrer en fait l'ensemble des innovations conceptuelles, de marché, des choses qui ne sont pas forcément aujourd'hui en fait intégrées pleinement dans ces dispositifs, crédit impôt recherche certainement pas et crédit impôt innovation certainement. Mais par ailleurs, en fait, dans la démarche attendue par la BPI, elle va même souvent, par rapport au crédit impôt innovation, sur certains côtés, aller plus loin et être plus exigeante que le crédit impôt innovation. C'est-à-dire que dans le crédit impôt innovation, quand on va chercher son marché, on va pouvoir en fait découper son marché en niches et réussir à suffisamment en fait cibler un marché pour pouvoir justifier en fait de son innovation. Et la BPI, elle va avoir le raisonnement un petit peu inverse. Elle va au contraire chercher à élargir le marché et à s'assurer qu'on n'est pas simplement sur de la duplication d'un modèle existant. Donc, en réalité, ma réponse, elle est un peu double. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est un beau marqueur d'innovation et c'est la preuve qu'il y a certainement quelque chose d'intéressant à aller creuser. Et non, ce n'est pas suffisant pour s'imaginer sécurisé et pouvoir en fait aller tête baissée dans l'ensemble des dispositifs.